Romain Lossac, qui est professeur de philosophie, écrit de la poésie en ligne depuis l'âge de 16 ans. L'écriture sur les forums l'invite depuis plusieurs années à explorer des formes d'écriture hybrides, mêlant poésie, vidéo-poésie, composition musicale et écriture sous hétéronyme. Il expérimente aussi l'écriture collaborative à travers l'organisation d'aventures littéraires participatives telles que Babel ou l'Immeuble. Il copubliera cette année, chez Abrupt, Cénaclière, un recueil de poésie mettant en jeu l'hétéronymie dans le cadre de l'invention d'une contre-histoire fictive de la littérature féministe. Ok. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très généreux. Et je vais raconter une petite histoire, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a quelques années, parmi les vieux agendas que mon grand-père utilisait pour se souvenir de la date des semailles, ma mère a découvert dans celui de 1940, en lieu et place de l'annuel et méticuleux inventaire des plantations, les souvenirs de guerre de son père, Jean-Louis Leverne. Il y raconte les déplacements de son régiment, quelques anecdotes et épisodes marquants de son voyage étrange vers l'Est. Je ne sais plus où j'ai lu que les voyages vers l'Est sont des voyages vers le passé, vers l'origine, que, remontant le fil du Levant, c'est la mémoire elle-même que nous remontons et qui remonte en nous. Peu importe. Je ne parlerai pas tout de suite de l'étonnante question de la mémoire et de sa transmission, ni du sentiment particulier que provoque la lecture d'un vieux carnet comme celui-ci pour un petit-fils qui n'a jamais connu son aïeul. Non, je veux poser ici une question a priori étrange, mais qui m'a frappé tout de suite quand ma mère m'a parlé pour la première fois de cet agenda de guerre. Quand elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé au milieu d'autres agendas, d'autres carnets. Quand elle m'a dit que des agendas comme celui-ci, il y en avait beaucoup, et que celui-ci se distinguait seulement par son contenu. Ma question est, pourquoi avoir écrit ça là ? Je veux dire, pourquoi avoir choisi l'agenda pour écrire justement ce récit-là ? Je veux dire cet agenda-là, le même que tous les autres, le même que ceux des années 37, 38, 39, le même que ceux qui contiennent seulement dates et noms de graines. Je m'imagine partir à la guerre demain, mobilisé pour le front comme mon grand-père. Je me figure mon départ vers l'incertitude et la guerre. Je me représente ce voyage hasardeux entre gares méconnues et destinations incertaines. J'essaye de me plonger dans cette année d'exception, dans cette année à part que fut, pour mon grand-père et tous les autres, l'année 1940. J'y pense et je me dis, non, définitivement, pour écrire le récit de ce départ-là, je ne prends pas simplement un agenda comme les autres, un agenda d'écolier, mais je cherche un carnet particulier, un cahier spécial. Je veux des feuillets à part, différents, un carnet d'exception. Pourquoi mon grand-père, lui, a-t-il choisi d'écrire dans l'agenda, comme il l'avait toujours fait et comme il devait le faire toujours ? Les saisons sont-elles les mêmes, qu'elles soient pour les moissons ou pour la guerre ? Et pourquoi est-ce ce geste-là qui m'émeut le plus aujourd'hui ? Pourquoi m'émeut-il ? Que renferme-t-il ce geste ? Que contient-il pour me mettre ainsi en mouvement ? Et que contiennent-ils nos gestes d'écriture ? Et que signifie écrire ici ou là, finalement ? Qu'est-ce que cela veut dire d'écrire dans un agenda ou dans un authentique journal, sur les pages d'un blog ou d'un carnet ? Si j'imagine vraiment mon départ pour la guerre et le journal que j'écrirai au sujet de cet hypothétique départ, je dois admettre qu'en fait, je ne serais pas si différent de lui. Si j'étais mobilisé maintenant pour partir demain au combat, sans doute n'écrirais-je pas dans un carnet spécial, dans un journal particulier, mais ici même, sur l'écran de mon ordinateur ou, plus probablement, sur celui de mon téléphone. Dans le mémo de mon téléphone, je trouve liste de courses, idées pour un roman, idées pour un colloque, quelques phrases échappées d'une insomnie, quelques phrases échappées d'un rêve et maladroitement écrites à 3h du matin, mesure du mur gauche, 4,40 m, du mur droit, 2,40 m, de la fenêtre, 1,20 m de large, 1,27 m de haut. Des comptes de mes heures de cours particuliers, adresse mail d'un certain François R, questions à poser à la pédiatre, code de la porte de l'immeuble de Montreuil, heure de biberon. Il faudrait une science de ce fourre-tout, une science qui serait aussi un manifeste. Si j'étais mon grand-père, mon journal de guerre tiendrait sur les petits rectangles obscurs du mémo de mon téléphone. Il faudrait une science de cette horizontalité-là, science qui serait aussi un manifeste anti-perspectiviste. Parfois, quand j'écris, quand je cherche des idées, les rectangles bien disposés s'entrechoquent, se mélangent. D'un coup, une liste de courses obsolète est polluée par une phrase,
La langue n'est pas une source tarie, un épisode. Ou bien des rendez-vous notés à la va-vite deviennent, des mois, des années plus tard, autant de messages cryptés, des symboles. 11h /Dolly/9h09. Je me demande ce que produisent ces vieilleries numériques sur moi, sur ma pensée. Comment l'imaginaire est-il investi par cette cohabitation forcée de l'hétérogène ? Et que pensait-il, mon grand-père, quand d'une page à l'autre, il passait des graines d'une plate-bande au bal de l'aviation allemande ? J'imagine une science, j'imagine un manifeste. Elle partirait, cette science, de ces petits gestes qui m'occupent comme une ville envahie. Oui, si je devais écrire, si je devais dire d'où j'écris, ou même, plus difficile encore, poser la question de comment j'écris, alors je parlerais sans doute de ce continuum de petits gestes qui tissent les menues habitudes, les routines numériques qui délimitent le territoire de l'écriture et habillent mon corps écrivant. Il faudrait une science du raccourci, une contrologie et ses sous-branches. Elle dirait la manière dont, dans nos têtes, le geste court-circuite les fastidieuses opérations du recopiage par le copier-coller, du sauvetage par le CTRL-S, voire le CTRL-A et le CTRL-S, de l'époustage ou de l'investigation critique par la recherche d'occurrences répétées avec le CTRL-F, une tabologie qui évoquerait le rôle imaginaire du tab mage pour faire apparaître les unes après les autres les pages ouvertes sur un écran. Il faudrait une science qui décrirait l'effacement définitif des textes écrits dans les boîtes de dialogue, le deuil douloureux d'un texte écrit directement sur un forum et qui, à la suite d'un coup du sort ou d'un faux mouvement, disparaît dans le néant définitif et sans trace de l'actualisation. Comment ce texte fantôme hante longtemps l'esprit quand on veut réécrire mais qu'il ne reste plus rien qu'un vague souvenir ? Comment aurait fait Woolf ou Goliarda Sapienza si les pages de leur carnet d'écriture flambaient d'un coup, en plein milieu d'une phrase, anéanties par une étrange et stupide combustion spontanée ? Et là encore, il resterait des cendres. Il faudrait une ongletologie, science qui étudierait le rôle des onglets dans un cadre créatif, manifeste qui réclamerait l'avènement d'un art de l'onglet qui userait des onglets comme des décors de théâtre, tableau après tableau, science qui décrirait la topologie accidentée des onglets qui, en se chevauchant, produisent par mouvements tectoniques, subduction et obduction, des chaînes de montagnes dans la pensée. Une sous-branche à visée éthique s'interrogerait sur la quantité optimale, et difficile à trouver, d'onglets à ouvrir en même temps pour inviter l'esprit à un bienheureux vagabondage mental. Combien d'onglets avant que ne s'effondre sur soi-même la pensée, noyée dans les sables mouvements de la référence potentielle ? Il faudrait une étude sur le rétroéclairage et son rôle dans la créativité nocturne, les textes écrits dans la nuit noire, les textes qui éclairent objectivement le visage de l'écrivain. Une infraphysique de la lumière bleue écrite par un Marsilficin contemporain décrira ce que cela fait d'être illuminé par la page blanche et lentement plongé dans une nuit provoquée par les caractères noirs d'un texte. Au fond, en me demandant ce que font tous ces gestes-là sur mon écriture, je me demande plus largement ce que les gestes disent de l'écriture en général et de la poésie en particulier. Mes premiers poèmes ont été écrits sur les pages blanches d'OpenOffice, publiés sur des forums qui étaient d'écriture ou qui n'étaient pas d'écriture, envoyés par courriel, et ont disparu en même temps que grillaient mes unités centrales, mes disques durs, que fermaient les forums ou que mes mémoires finissaient de balayer leur nom. Je n'ai jamais écrit sur papier. Ou alors ce n'était qu'une anomalie exigée par des circonstances particulières et rarissimes. J'essaie de me demander donc ce que cela a fait pour moi d'écrire de la poésie ainsi, et toujours ainsi, et surtout je me demande si ce que cela a fait pour moi, cela peut aussi l'avoir fait pour d'autres. Avons-nous là un terrain commun, et si oui, lequel ? D'abord, en observant le carnet de mon grand-père, je note que moi, je n'ai jamais eu l'occasion, comme lui, de raturer une page. Sous la date du dimanche 21 janvier 1940 est écrit « Réveil 3 heures, départ Lancer à 8 heures, route couverte d'une petite couche de neige, mais plus praticable qu'auparavant, cantonnement dans une maison de Waltenheim. » Le texte, écrit au crayon à papier en petites pattes de mouche, difficile à lire, a été barré d'une croix bleue. Elle me parle, cette rature. Elle me parle de mon grand-père, elle m'apprend qu'il est revenu sur son carnet, qu'il l'a relu quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années plus tard, et qu'il a corrigé l'erreur. Elle me pose aussi des questions. Quelle est la nature de l'erreur raturée ?
Le texte n'est pas réécrit ailleurs, à une autre date, et l'hypothèse d'une erreur de page s'affaiblit. Et en même temps, quelle bizarre manière de corriger un texte écrit au crayon à papier, et donc effaçable, que de le barrer au stylo. Pourquoi raturer et ne pas effacer? Pourquoi raturer et ne pas corriger? De cette parole de la rature, de cette question de la rature, surgit un fantôme, celui de mon grand-père, ou plutôt celui du geste de mon grand-père, et même d'un ensemble de gestes qui, des dizaines d'années plus tard, font encore mystère pour moi. Formule de pathos, corps agissant, toute une migration intérieure que j'imagine être celle d'un homme que je ne connais pas. Mais où sont les ratures de mes textes numériques? Et où sont leurs fantômes? Où sont mes palimpsestes? Je lis que le grec palimpsestos veut dire gratter de nouveau. Sur la page Wikipédia du mot palimpseste, je vois qu'un Coran éclairé en lumière ultraviolette a révélé un palimpseste. Je lis que le manuscrit désuet ou de peu de valeur était désancré ou effacé grâce à la ponce. Sur les forums, la fonction édition permet de revenir sur les textes postés afin de les modifier, de les amender. Souvent, relisant d'anciens poèmes, j'utilisais cette fonction pour faire disparaître ce qui m'apparaissait à la relecture comme une erreur. Mais contrairement à la gomme de mon grand-père, par exemple, l'opération de grattage ne semble laisser aucune trace, aucune scorie. Passé au travers du tamis de mes nouveaux critères, le poème ancien ne laissait, en s'effaçant, aucune poussière résiduelle, aucune marque tenace. L'archive du geste s'évapore. Et qu'est-ce qu'un geste sans son archive? Je ne sais pas. Ou bien au contraire, j'imagine par exemple que, contactant les hébergeurs de ces forums, je pourrais potentiellement accéder à l'historique complet de mes poésies avant édition, et même à la chaîne totale des modifications cosmétiques ou radicales apportées à ces textes. Mais en même temps, je ne peux pas le faire. Tout s'opère comme si, écrivant sur Internet, j'écris sur fond théorique d'une disponibilité totale de ce qui a été effacé, comme le fantasme d'un historique sans faille du geste de mon écriture, et en même temps sur le fait d'une impossibilité pratique d'accéder à cette histoire potentielle de mon geste. Dans tous les cas, c'est comme si la trace avait disparu. Ou bien l'empreinte est annulée par l'édition, ou bien l'empreinte est annulée par l'exhaustivité d'un historique complet conservé quelque part, car il ne peut pas y avoir de trace sans un effacement partiel. J'imagine un dispositif qui abîmerait peu à peu mes fichiers textes, à chaque sauvegarde, qui effacerait ici et là des mots, bien qu'imparfaitement, ou bien qui déposerait sur la feuille blanche numérique une fine empreinte des mots préalablement effacés, exactement comme ces marques grisâtres sur les agendas de mon grand-père ou sur mes rédactions d'enfants. Bernard Vouilloux parle d'échafaudage pour désigner ces dispositifs qui soutiennent la production d'un texte ou d'une image, mais qui retiraient à la fin les structures invisiblement. Il écrit « La plupart du temps, ces images remplissent l'office d'un échafaudage. Elles ont pu enclencher ou activer le travail d'écriture, mais ne laissent aucune trace dans le texte. L'échafaudage de mes textes écrits en ligne a donc disparu. Mais cette évaporation ne touche pas seulement la trace laissée par mes erreurs, détours et retours, mais aussi ce qui pourrait être rangé du côté du brouillon. En y réfléchissant, et après avoir écrit de la poésie pendant les 15 dernières années, je dois admettre que je ne sais même pas ce que cela peut signifier de faire un brouillon. Si le brouillon est ce premier travail avec correction destiné à être recopié, alors je n'ai jamais fait de brouillon. J'ai copié-collé des textes, mais je n'ai pas recopié des textes. Sur la page Word ou sur un forum, mon texte apparaît immédiatement net et sans bavure, édité, publié, comme s'il n'était jamais brouillé. Je me demande, qu'est-ce que cela change? Il m'est arrivé de revenir en arrière lors de longues sessions d'écriture sur Word en usant du CTRL-Z pour remonter le fil de l'écriture en cours. Mais je n'ai jamais sauvé cette mémoire-là et elle disparaît à chaque fois que je ferme le logiciel. Je crois que c'est là une chose qui change. Je crois qu'au fond, je ne pourrais pas seulement me contenter de laisser une trace, mais que je serais obligé, si je souhaitais conserver la mémoire du processus d'écriture, de faire une trace. Comme le petit pousset déposé volontairement derrière moi et au fur et à mesure de mon geste, les signes de mon passage ici. Habiter, c'est laisser une trace, dit Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle. D'accord.
laisser une trace. Mais la trace est-elle laissée malgré soi ? Comme le promeneur d'une forêt enneigée dépose derrière lui les empreintes qui manifestent après lui encore son cheminement, ou bien volontairement, activement, comme l'enfant que l'on veut égarer, que l'on veut perdre, et qui décide de marquer son passage d'une pierre blanche. Mon ignorance technique rend sans doute obsolètes mes précédentes considérations. Le fait est que sur ce point, j'ignore tout ou quasi tout de ce que je fais en écrivant en ligne ou sur traitement de texte. Mais au fond, peu importe qu'il soit possible techniquement de faire réémerger des traces, c'est-à-dire des marques d'un effacement seulement partiel de ce qui a été, de mes poèmes. Ce qui compte peut-être, c'est que pour moi, phénoménologiquement, cette possibilité de la trace n'apparaît pas ou quasi pas. Si la trace numérique existe, elle n'existe pour moi que comme fantasme technologique, imaginaire technomythique. À la question de savoir s'il serait possible techniquement de remonter le fil d'un poème posté sur un forum, s'il serait possible techniquement de révéler, après effacement, le travail de correction du poème opéré directement dans la boîte de dialogue de ce forum, je ne pourrais répondre qu'un sans doute, qu'un peut-être bien, qu'un j'imagine. J'imagine. L'agenda de mon grand-père, comme carnet d'écriture, avait pour lui d'apparaître comme parfaitement saisissable. Sa matérialité directement accessible donnait au moins l'illusion immédiate d'une intelligibilité complète. Il ne faisait pas problème. Et s'il n'y pensait pas en écrivant son journal de guerre, je veux dire s'il ne pensait pas à l'ontologie du support, c'est parce qu'elle lui semblait comme transparente et vide de signification pour l'acte d'écrire lui-même. Au contraire, pour moi, la page Word, la boîte de dialogue du forum, l'espace d'écriture numérique m'apparaît, quand j'y pense, comme parfaitement insaisissable, obscur. Si je comprends la manière qu'a le graphique de faire trace sur le papier de l'agenda, je ne comprends pas comment les touches de mon clavier font trace numérique. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a trace. Et si je n'y pense pas en écrivant, c'est précisément au contraire de mon grand-père, peut-être parce que l'ontologie du support est opaque. Or, cette opacité n'est pas vide de signification puisqu'elle laisse rêver à des potentialités insoupçonnées que ce support contiendrait par devers moi et qui révéleraient mon acte d'écriture dans une forme nouvelle, un apparat différent. Des choses se cachent encore dans le système. Il y a quelques années, pour jouer, j'ai utilisé Google Traduction pour traduire un poème dans une langue étrangère et le faire retourner au français. Répétant l'opération de nombreuses fois et en de nombreuses langues, revenant chaque fois au français pour faire surgir les détournements que la traduction avait opérés sur le texte initial, j'ai découvert qu'au bout d'un certain nombre de va-et-vient, le poème se sédimentait dans une forme fixe et qui ne changeait plus du tout, même en renouvelant encore le geste de traduction-retraduction. J'ai appelé cela le poème os, l'ossature, comme si l'armature intérieure du sensible, ce que Merleau-Ponty nomme l'invisible, s'était révélée par cette translation répétée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-être que contrairement à l'agenda de mon grand-père, au carnet de notes, je sens bien que le support numérique, non pas seulement l'écran, mais l'ensemble des dispositifs numériques rendus disponibles par l'écran, dispositifs que l'écriture peut occuper et investir, m'échappe et que j'agis avec l'écran, comme le kayakiste à la surface d'un lac écossais, naviguant au-dessus d'une eau noire, très profonde et peut-être habitée par quelques monstres capables aléatoirement de provoquer des remous. Ma mère a retrouvé le carnet de mon grand-père quelque part dans un grenier ou dans une cave, quelque part dans une malle, quelque part dans un coffre. Hérités et ignorés pendant 30 ans, les agendas de mon grand-père retenaient leurs semences et leur histoire de guerre. Quand elle a remis la main dessus, elle a numérisé chaque page, consciencieusement, et a noté dans les marges numériques les textes difficilement lisibles de l'agenda. Le site web était une manière de rendre disponible la source. Mais quand j'ai voulu retrouver l'adresse de ce site, j'ai fouillé nos anciennes discussions et la conversation collective de Messenger où ma mère l'avait partagée à toute la famille. Il s'agissait de retrouver l'adresse perdue. En ligne, la fouille commence ainsi, sous la surface de l'eau. D'anciennes adresses mail inusitées contiennent la mémoire de forums disparus. De nouvelles architectures numériques recouvrent d'anciens lieux d'écriture. Comme les ruines, les vieux topics se maintiennent à l'état latent sous l'empierrement des villes nouvelles. Impossible de faire défiler entièrement des broderies de tweets, de posts, de publications s'effilochent dans un lointain passé.
Un lent travail d'enfouissement fait disparaître sous la terre ou dans les cartons d'un grenier numérique l'origine d'un motif poétique, l'origine d'une idée, l'origine d'un recueil. J'imagine mes textes adolescents quasiment introuvables pour ma fille. Déjà pour moi, l'effort pour me relire à 15 ans d'intervalle suppose une série de gestes qui ressemblent à la fouille opiniâtre de ma mère dans les archives municipales pour reconstruire l'arbre généalogique de la famille, pour retisser le récit de mon grand-père. Je ne vais plus au grenier, je ne grimpe plus sur un tabouret pour atteindre les cartons en haut d'une armoire, mais j'ouvre d'anciennes conversations clôturées, cherche par mots-clés dans une boîte mail inusitée depuis longtemps. Je ne cherche plus la clé de mon journal intime, mais je retrouve d'anciens identifiants et tente parfois vainement les opérations nécessaires à la récupération de mes vieux profils. De mots de passe oubliés en mots de passe oubliés, l'énigme grandit. D'anciennes questions secrètes, pareilles à des défis, sont lancées à moi-même par mon ombre. Par exemple, l'un des forums sur lequel je sais avoir le plus écrit, je ne m'en souviens plus du tout. J'ai cherché longtemps, mais je n'ai rien trouvé. Les navigateurs web réclament de longues exphrasis, parfois pour faire surgir hors des profondeurs de la mémoire numérique un tableau disparu, une citation perdue, et même le souvenir d'un lieu. La langue cherche la langue. Des descriptions minutieuses et pointues sont écrites dans la barre de recherche et ne donnent aucun résultat. Pour retrouver certains vieux textes égarés dans les réseaux, j'ai tenté plusieurs fois de reconvoquer d'anciennes phrases, d'anciens vers que je tapais dans la barre de recherche Google, la poésie devenant alors l'effort d'une mémoire imparfaitement reconvoquée. 16 300 résultats inutiles en 0,23 secondes. Un temps infime et perdu. Au fond, le fil tendu de mon passé écrivant disparaît à pic sous la surface, comme tendu par une encre. Je peux par la langue, à la manière d'un aimant puissant balancé par-dessus le bastingage, partir à la recherche des objets perdus au fond des eaux, mais l'essentiel reste infiniment trouble et obscurci. En ligne droite, la langue elle-même épuise la langue. Parfois, je me figure cette longue activité d'écriture sur les forums comme une activité bordée par le néant. Des questions surgissent de gestes minuscules et quotidiens. J'imagine par exemple qu'un texte coupé-collé disparaît un instant dans le transit évanescent de ma page Word à la boîte de dialogue, du forum ou de site où je vais le poster. Pendant que je me déplace d'un onglet à l'autre, mon texte coupé attend dans la gare de transit du presse-papier. Tout le domaine mystérieux, quasi mystique, des fichiers temporaires tremble imperceptiblement. Sur un site expliquant comment récupérer des données perdues, je lis qu'il faut cesser l'utilisation d'un périphérique buggé sous peine d'écrasement des données. Risque d'évaporation ou risque de compression extrême jusqu'à disparition, comme des bagages perdus à l'aéroport. Mais le néant est aussi devant moi. Sur les forums, parfois des recueils entiers s'évaporent, édités par les poétesses, les poètes. Les textes sur plusieurs pages ont été remplacés par l'écrivaine, l'écrivain par une simple étoile. Plus rien à lire. Alors que les possibilités de recopiage sont infinies, je me laisse à chaque fois surprendre par ces migrations littéraires qui font que ce que je lisais a tout simplement disparu de la surface de mon océan pour plonger dans des profondeurs inaccessibles pour moi. Disque dur qui ne m'appartient pas, clé USB abandonnée dans le tiroir d'un bureau qui n'est pas le mien. Juste pas là. Je vois des livres blanchir du jour au lendemain, une bibliothèque se vider, le château s'écrouler tout entier parce qu'un Kafka numérique a décidé d'incendier son texte. Et tout cela me fait revenir à ma question, pourquoi là ? Pourquoi écrire ici même, ici, là, dans l'agenda ? Pourquoi pas ailleurs, autre part ? Est-ce qu'ailleurs, autre part, cela signifierait aussi autrement ? Pourquoi suis-je presque certain que oui, cela voudrait dire autrement, d'une autre manière ? Pourquoi suis-je presque certain qu'ailleurs, que dans l'agenda, mon grand-père n'aurait pas écrit la même chose, pas pareil ? Je ne sais pas grand-chose de mon grand-père, à vrai dire. Je sais le récit qu'en fait ma mère. Je sais qu'il a eu les oreilles brûlées par le froid à la guerre. Je sais qu'il m'a tenu sur ses genoux quand je n'étais pas encore en âge de m'en souvenir. Je sais qu'il sculptait dans le bois et le béton. Ce que je sais de mon grand-père me fait dire qu'ailleurs, autre part, dans un carnet spécial qu'il aurait acheté spécialement pour l'occasion, il n'aurait tout simplement rien écrit de son voyage vers l'Est et de son retour difficile vers l'Ouest. Son Iliade et Odyssée devaient naître en petites pattes de mouche sur l'agenda de toujours. Cela devait correspondre à son caractère, à son personnage. Et pourquoi ma mère a-t-elle décidé de mettre tout cela en ligne, sur cette fine bande de terre, cet isthme numérique bordé, je l'ai dit, d'une sorte de néant ? Je pourrais dire qu'elle a fait geste de mémoire, elle a fait se souvenir. Mais je crois qu'il n'y a pas que cela. Je crois qu'à la fin, les gestes de mémoire ne sont jamais seulement des gestes de mémoire.
Ils sont aussi autre chose, qui n'est pas strictement la mémoire, si on entend par mémoire la faculté immobile de retenir ce qui a été. Je crois que ma mère racontait quelque chose. Et moi aussi, en ligne, j'ai raconté quelque chose. Écrit et posté des poèmes, effacé et perdu des poèmes, lu et commenté des poèmes. Pourquoi ai-je décidé d'écrire ici même, là, sur les forums, sur les blogs, en ligne, sur les réseaux? Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que c'est d'écrire de la poésie en ligne, de la déposer là, ailleurs, ici même? En 1544, Giulio Camillo formalisait son projet d'un théâtre de la mémoire qui aurait vocation de fonctionner comme une machine mnésique, capable de réunir en un seul lieu tous les savoirs du monde. Des images et des textes déposés sur les gradins du théâtre, divisés en sections, devaient permettre à un spectateur, les observant depuis le centre de la scène, de convoquer à son esprit, par jeu de correspondance imaginaire entre les choses placées devant lui, un savoir absolu. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment compris le projet de Camillo. Il m'a toujours un peu échappé. Son étrangeté brutale m'a toujours fasciné, comme je suis fasciné aujourd'hui par les planches mnésiques de Warburg. Mais quel est le rapport entre Camillo et mes poésies en ligne? Lina Bolzoni parle de l'œuvre de Camillo comme d'un art transmutatoire. Le mage croit pouvoir transformer la substance par une série de gestes, de petites opérations discrètes, de petites relations, de chocs timides, de réalités intimes et cachées. Mais transformer pour l'alchimiste, ce n'est pas changer de forme, c'est révéler une nature fondamentale, creuser la racine. Camillo croyait pouvoir transmuter un ensemble fini de données imaginaires, quelques textes, quelques images, peintes par Titien quand même, en une totalité absolue de savoir, une mémoire totale. Peut-être qu'écrire en ligne, c'est écrire dans le théâtre de Giulio Camillo, mais pas depuis la position surplombante et synthétique du spectateur fantasmé par Camillo. Non, écrire en ligne, c'est écrire dans les gradins du théâtre, entouré de cette mémoire dynamique et bizarrement totalisante du web. Naviguer dans la mémoire, participer à la mémoire, par une série de petits gestes, de petites opérations discrètes, de petites relations et de chocs timides de réalités contraires, de sons d'onglets en sauts de ligne, ramener l'hétérogénéité irréductible de cette navigation à l'écriture, à la lecture, à l'unité mouvante d'un imaginaire discrètement collectif et commun. Les uns sous les autres, les unes hyperliées aux autres, chacun, chacune dans les marges d'un long commentaire, dans les plis d'un volumen écartelé ou ramassé sur lui-même, quelque chose comme un imaginaire se dessine, un réseau. Et j'imagine une science, et j'imagine un manifeste, et j'imagine une histoire qui raconterait cela. Merci beaucoup. Donc vous venez d'assister à l'avant-première du Mnémosine numéro 8, puisque ça s'inscrit dans une série de vidéos-poèmes publiées sur YouTube. Donc je laisse la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Merci d'abord. Merci beaucoup, c'était incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très frappée en fait par ce que vous dites sur. Vous n'avez pas envie d'aller chercher les traces en fait. Vous avez lâché prise là-dessus quelque part. Alors, moi, je fais exactement l'inverse. Je suis obsessionnelle des traces numériques et je passe mon temps sur Wayback Machine, qui est, voilà, vous connaissez, d'Internet Archive. Voilà, c'était juste pour évoquer deux projets auxquels m'ont fait penser votre travail. Je ne sais pas si vous connaissez Z-Mag, donc c'est une revue de Nicolas Vermelin qui travaille avec Abrupt aussi, et ça s'appelle Zone d'expérimentation temporaire. C'est une revue temporaire, d'ailleurs elle n'existe plus. Et en fait, c'est hyper perturbant parce que moi, j'ai publié dans cette revue en sachant que c'était temporaire. Ça allait rester en ligne 2 mois. Et puis, mais pourtant, c'est un numéro de revue, c'est édité comme tel. Enfin, voilà. Il y a un travail aussi sur ne pas laisser de traces. Voilà, là, c'est vraiment un geste volontaire. Et à l'inverse, il y a le travail d'Annie Abrahams
que j'adore aussi, et qui a fait un site à un moment qui s'appelait Reading Club, dans lequel, en fait, on avait été invité avec mon groupe, là, mon collectif Lou Transpo de traduction potentielle, à écrire collectivement un texte. Et en fait, le site enregistrait toutes les étapes de l'écriture du texte. Enfin, c'était un pad, en fait, comme on a maintenant, où on peut retracer du coup en arrière. Et il fallait effacer des choses pour pouvoir avancer, en écrire d'autres, parce qu'il y avait un nombre de caractères limité. Donc c'était hyper intéressant aussi du point de vue ça. Et alors, en fait, là, je suis allée chercher et il n'existe plus. Donc je peux pas vous envoyer le lien. Mais enfin, c'est disons deux autres approches de travail avec la mémoire. L'une qui est vraiment très volontairement de ne pas laisser de traces, être dans l'oubli, etc. Et l'autre qui est d'une attention aux détails des étapes de l'écriture, et qui a aussi disparu. C'est juste deux pistes. Juste peut-être sur le site, tu l'utilises aussi, il me semble, pour revenir donc sur les traces. Il me semble que justement, là pour le coup, ça correspondrait peut-être un peu à la trace, parce que pour moi, là, en fait, la trace, c'est l'effacement partiel. Il y a quelque chose qui reste, quelque chose qui part. Et ce qui est curieux et frustrant, il me semble, vous pouvez confirmer quand on fait des recherches sur ce site, c'est que justement une partie reste inaccessible, disparaît, et on a donc le sentiment de quelque chose de disponible, mais qui en même temps nous échappe. Et donc là, il y a quelque chose de la trace. Ce que je trouve intéressant aussi avec ce site, alors là, il faut me dire si je me trompe, c'est que pour que les sites soient conservés, il faut un acte volontaire, il me semble, d'enregistrement. Et donc, on est bien dans cette idée que j'ai l'impression que la trace, dans le cadre de l'écriture en ligne, suppose le fait de conserver une mémoire se fait plus difficilement de façon involontaire, ou alors si elle se fait de manière involontaire, elle se fait au-delà des bornes techniques, de ce qu'on peut techniquement faire, nous, quand on écrit sur des boîtes de dialogue, etc. Et donc c'est cette espèce de truc avec la décision de faire trace qui je trouve assez intrigante finalement. Voilà. Non, c'est peut-être le cas pour Internet Archive, mais je sais que la BNF, par exemple, elle numérise... sans qu'il y ait de gestes de la part des fondateurs des sites, etc., sans qu'il y ait d'actes. Okay. Il y a un travail d'archivage numérique qui est fait par la BNF, mais c'est pareil, c'est des choix et c'est des bouts de traces. Oui. Voilà, des traces dans le fond. Puis il me semble qu'il y avait, je connais pas très bien ce sujet, mais je me souviens toujours j'avais lu N'espérez pas vous débarrasser des livres, où il y avait Umberto Eco, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu ça il y a longtemps, qui parlait du fait que de toute façon le problème, ce sera aussi que la surabondance de traces allait poser un autre problème. Donc en fait, il y a aussi une disparition de la trace par justement la sauvegarde totalisante. Voilà. Merci beaucoup, c'était hyper riche, donc je suis pas, voilà. Je vais faire la remarque que tout le monde déteste dans les colloques, qui est que c'est pas vraiment une question, c'est plus des remarques. Mais bon, j'ai essayé de le métafictionnaliser un peu, donc j'espère qu'on m'en voudra pas trop. Non, c'est pour dire que il me semble, enfin, c'est quand même une question en fait, au sens où moi, ça m'a aussi beaucoup parlé de quelque chose qui me semble très vrai des démarches les plus anciennes en fait que l'on trouve dans les années 90, qui est que des auteurs qui écrivent sur le web sous les premières formes, puis sur les blogs dans les années 2000, le faisaient aussi souvent avec un but avoué, souvent, de dire qu'ils écrivaient pour leur moi postérieur, c'est-à-dire pour ce que tu disais du fait que qui est cette personne qui a écrit il y a 15 ans, et je ne comprends pas ce que j'ai écrit il y a 15 ans, ni dans quel contexte je l'ai écrit. Et je pense qu'en fait, comme cela a été dit avant pour Instagram aussi, ce que ça fait ressortir, c'est la continuité en fait de la création littéraire et du geste littéraire. C'est-à-dire que finalement, ça s'inscrit dans quelque chose que l'on retrouvera en relisant des textes anté-web, anciens, etc. Et tu disais Golardia Sapienza, Virginia Woolf, etc. Il y a toute une littérature, et toute une littérature notamment intime, ou de l'ordre de la correspondance, ou des journaux personnels, sur la perte des textes, sur les textes perdus, sur le texte qui a été... alors je ne sais pas si c'est mangé par le chien ou pas, mais enfin, en tout cas, sur cette question-là, alors sans la combustion spontanée que tu imaginais comme un équivalent technologique ou anté-technologique, mais je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là qui est présente. Il y a quand même des grands textes du XXe siècle qui problématisent ça. Quelqu'un de Robert Pinget est un roman qui part de la perte d'une feuille qui a dû s'envoler par la fenêtre. Et donc, donc ça veut dire que c'est les modes de création par nos outils numériques
elle nous invite à penser de manière peut-être plus précise quelque chose qui a toujours été déjà là, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment frappé dans ce que tu as dit. Voilà. Sinon, juste, alors, pour dire la question, parce que j'ai cité Virginia Woolf et Goliath, est-ce que tu as cité Woolf et Sapienza avec une référence spécifique, ou il y avait une idée spécifique derrière, ou une référence spécifique qui m'échappe, ou... Non, parce que je l'ai lu en ce moment. Voilà, ok, Voilà, très bien. J'aurais pu faire genre, mais non, il n'y a rien. C'est l'immédiateté contextuelle, ce qui est un autre grand sujet dans nos domaines. Bah, merci à toi. Juste un mot, je réponds juste un mot sur ce que tu as dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce qui me semble bizarre et étrange sur l'écriture en ligne, c'est le bug pendant qu'on écrit. C'est-à-dire l'idée que des textes aient été perdus après avoir été écrits et que voilà. Mais le cas où justement, pendant que j'écris mon poème sur ma feuille, la feuille s'échappe par la fenêtre est quand même relativement rare, alors que moi, ça m'arrivait plein de fois d'écrire des poèmes sur les boîtes de dialogue des forums et hop, le truc disparaît, ou de très longs commentaires un peu fouillés. J'ai pas fait le CTRL-A et CTRL-C, hein, et du coup, je me retrouvais avec le fantôme du texte qui hantait ma mémoire, et pas exactement sur le même motif de si j'avais perdu mon texte que j'avais déjà écrit, parce que c'était au moment même de l'acte d'écriture. Et c'est ce truc-là où peut-être, alors je ne sais pas si vous pourrez trouver des situations déjà présentes dans les modes classiques d'écriture, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau quand même. Enfin, moi, ça m'arrive de perdre des textes parce que je suis complètement idiot et que je clique sur notification en ne me rendant pas compte que je suis en train de supprimer une chose que j'ai. oui, voilà, donc il y a plein de petits gestes comme ça un peu parasites, quoi. Bon, bref, voilà. Bonjour, merci, c'était vraiment très sensible. Et je suis désolée parce que c'est le bordel dans ma tête, donc je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer, mais je trouve ça vraiment très intéressant, la succession des deux communications. Et je me demandais à quel point cette appropriation des outils numériques pour cette pratique-là de la poésie et cette mise en avant de la poésie était un effet générationnel, parce que bon, vous êtes de la génération des forums, celle qui a été exposée précédemment d'après les courbes d'âge, c'était aussi un peu cette génération-là. Instagram et TikTok, on a vu que c'était plus jeune. Et même si Instagram et TikTok conservent ce rapport fondamental à l'éphémère et à ce qui apparaît dans un premier temps comme insignifiant, vu que vous avez dit que c'était quelque chose qui était mis en place aussi qui était pensé en fait dans une trajectoire pour derrière développer ces réseaux, ces relations, ça, ça n'est pas ressorti de votre communication à vous. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus une conception de l'écriture et de l'intime beaucoup plus archipélique, en fait, où c'était quelque chose qui était perdu. Donc, je me demandais si c'était vraiment une continuité ou alors deux communautés et deux pratiques différentes. Désolée. Donc la différence entre d'écrire sur la tradition du forum ou de l'insta-poésie, etc., c'est ça, hein, d'accord. Moi, j'ai fait un compte d'insta-poésie qui a fait 2 posts et s'est néantisé. Enfin, j'ai arrêté d'écrire parce que je n'arrivais pas, et parce que moi je suis habitué au forum, donc je peux parler plutôt des forums. Je ne sais pas trop les éléments de comparaison. Sur le forum, peut-être que la différence est quand même... Ah, je sais pas en fait, peut-être que je vais dire des bêtises parce que je connais pas l'insta-poésie. Est-ce que sur l'insta-poésie, les gens ont plus, en écrivant, le sentiment, intégrer cette dimension de l'éphémère? Sur le forum, moi quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai lu beaucoup aussi, c'est comme ça que je me suis formé, en partie, on a quand même l'idée d'une archive, parce que notamment le forum sur lequel j'étais, il y a un empilement des textes qui fait recueil en fait, et qui, de façon presque transparente, on peut revenir à ce qui a été écrit il y a longtemps. Il me semble que sur Instagram, alors il faudrait voir, dans les questions des petits gestes, il y a des choses je l'évoque très rapidement, qui me semblent être difficiles, mais peut-être parce que je suis nul avec Instagram. J'ai 34 ans, mais j'en ai déjà 70. Je me demande si le fait de faire défiler en scrollant les publications, déjà, c'est pas un geste qui, en soi, pour revenir, on va dire, à un premier post, implique une forme de disparition de la possibilité de revenir à l'archive. C'est-à-dire, on a toujours la possibilité...
on a toujours la possibilité théorique de le faire, mais en vérité, elle n'est pas accessible comme un carnet de poèmes où on ouvrirait la première page et on tomberait sur un texte qu'on a écrit il y a 10 ans, ou sur un forum où je remonte, juste je fais une page en avant et je reviens, 2 ou 3 pages en avant, et je reviens très facilement sur des poèmes écrits il y a 10-15 ans. Donc peut-être que ce rapport-là change. Je ne sais pas si je réponds en fait à la question, mais voilà. Même après, je ne connais pas assez bien l'Instapoésie pour pouvoir répondre sur la différence. Le micro est là. Je prends le relais. Je vais essayer de poser une question. J'ai été très touchée par ce que vous appelez la science de l'onglet. Et du coup, quelque chose qu'on est en train de pas forcément dissocier là, qui est la trace de ce qu'on écrit et qu'on perd, et la trace de ce qu'on cherche et qu'on perd. Et ayant traversé comme ça une recherche assez longue et assez intense, et notamment à travers des chemins YouTube, de vidéo en vidéo, de suggestion en suggestion, où là, l'algorithme est une aide, justement, parce qu'il croit qu'il comprend ce que vous voulez, et il vous donne des chemins où on peut aller, et aller dans des endroits où on n'aurait jamais été, aux 4 coins du monde, trouver des gens, et notamment quand on cherche sur des questions de médecine, où YouTube sert de propagation du savoir dans des pays où les facs de médecine sont éloignés des lieux de pratique. Voilà. Et ça, cette science de l'onglet et de cette perte de la recherche, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vraiment comme différent? Comment vous le ressentez dans tout ce qu'on a vu, de tous ces onglets? Au fond, vous avez beaucoup parlé de la perte de l'écriture dans le texte et beaucoup de la perte de l'onglet dans la vidéo. Vous nous avez fait vivre le double voyage. Voilà, c'est ce que j'ai énormément adoré. Et comment vous, dans votre tête, vous vivez ça ou d'autres Alors, par rapport aux onglets, c'est peut-être un peu décalé par rapport à votre question, vous allez me dire. Moi, ma référence, mon obsession, je ne suis pas du tout connaisseur, mais je suis un peu obsédé par Warburg et son Atlas Mnemosyne. Donc, il a essayé de représenter, de penser une histoire des images, mais qui ne vise pas une forme de chronologie comme l'histoire de l'art classique, mais qui essaie de réfléchir aux correspondances formelles, transhistoriques, et parfois en mettant en correspondance sur des planches qu'il a photographiées des images qui n'ont rien à voir, enfin, des timbres, postes, un tableau de la Renaissance, enfin bref. Et moi, ce que je trouve intéressant avec l'onglet, c'est qu'il y a un grand classique un peu impensif qui est faux d'une sorte du web qui mettrait tout au même niveau, c'est-à-dire une sorte tout serait mis sur une sorte de banc commun, et parfois d'ailleurs c'est dit sur un ton péjoratif, c'est-à-dire il n'y a plus de système de valeurs. Moi, ce que je trouve intéressant dans la manière dont on navigue avec les onglets, donc c'est quand on écrit, quand on travaille, enfin, pour moi Mnemosyne notamment, c'est exactement comme ça que je travaille, mais sur d'autres trucs, c'est que la correspondance presque de l'image, de l'écran image, le changement de plan, on va dire, avec les onglets sur lesquels on navigue, produit un effet qui pourrait, je pense, ressembler un petit peu à des perspectives, alors c'est un peu forcé, mais me fait penser à Warburg, c'est-à-dire des mises en correspondance d'images qui n'ont aucune relation chronologique, qui thématiquement n'ont rien à voir, mais qui peut-être d'une manière discrète vont produire chez celui qui les observe et qui navigue à l'intérieur une combustion, je sais pas, une sorte de... Et ça, je trouve ça vraiment intéressant et intriguant. Ce que j'essaie de faire avec ce que vous avez vu défiler en arrière, c'est reprendre ce système des planches de Warburg, en essayant de les mettre un peu à l'épreuve d'un montage. Alors, c'est pas du tout... Enfin, il faudrait prendre beaucoup plus de temps, parce que Warburg, c'est un vrai travail. Enfin, là, j'ai fait ça trop rapidement pour que ça soit assez fouillé, mais il y a quand même des jeux de correspondance intime, etc. Et donc, pour moi, là, il y a un aspect créatif dans l'onglet qui serait super intéressant. Je pensais aussi, je l'ai évoqué, j'ai pas trouvé le nom, je sais pas comment ça s'appelle, dans les théâtres, ces panneaux déroulants qui font le décor et qui se chevauchent les uns derrière les autres et qui, en se déplaçant, changent, modifient en fait la teneur de la scène. Bon, si on prend l'écran, mon ordinateur comme une sorte de petite scène de mon théâtre personnel d'écriture, pour moi, les onglets dans lesquels je navigue sont ces décors de théâtre et produisent des chocs mentaux qui, à mon avis, ont un rôle à jouer dans la créativité littéraire, le fait d'inventer des formes, des sources. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Voilà, mais voilà, c'est un autre.